Cette communication vise à vous présenter les principaux résultats des recherches qui ont été présentées lors de la conférence mondiale de lutte contre le sida en 2022. Les diapositives sont issues d'une sélection qui a été réalisée par EDSMAP avec l'International AIDS Society. J'ai moi-même refait une sous-sélection pour souligner les résultats dans le champ de la prévention combinée, mais vous pourrez demander aux organisateurs de l'IAS de vous transmettre la présentation plus complète qui liste l'ensemble des références. Au-delà de la PrEP et de la prévention du VIH, certaines études ont investigué la possibilité de prévenir chez les homosexuels masculins les infections sexuellement transmissibles au travers d'une prophylaxie post-exposition contre les IST. C'est le cas de l'étude d'OxyPEP qui a été réalisée auprès de 501 hommes gays, bisexuels et de femmes trans. 327 étaient VIH négatives sous PrEP et 174 étaient des personnes vivant avec le VIH. Et les 2 tiers d'entre eux se sont vus proposer de recevoir de la doxycycline après un rapport sexuel exposant pour prévenir la possibilité d'une infection sexuellement transmissible. L'étude a notamment montré que dans le bras où les personnes prenaient du coup une doxycycline en prophylaxie post-exposition, une réduction de 2 tiers, 66%, de la chlamydia, de la gonorrhée et de la syphilis. D'autres travaux ont investigué si le fait de prendre une PrEP pouvait avoir des effets délétères dans le cadre d'une grossesse. 664 couples mère-enfant ont été ainsi suivis au Kenya et on a regardé du coup donc avec des mères qui avaient pris une PrEP pendant leur grossesse et des infirmières ont regardé s'il y avait eu un impact sur le développement de l'enfant. En termes de croissance, de poids, de taille ou de développement neurocognitif, aucune différence n'a été observée entre les enfants qui ont été exposés à la PrEP durant la grossesse et les autres, que ce soit au bout de 24 mois, de 30 mois ou de 36 mois. La conférence a également été une opportunité pour l'OMS de présenter ses nouvelles recommandations de PrEP. Notamment, l'OMS a proposé différentes évolutions pour simplifier l'initiation et le suivi de la PrEP en prévention du VIH, mais également pour pousser à ce que les services soient le plus divers possible, que ce soit en termes de fréquence de visite, de place, de lieux où il est possible de recevoir des soins ou de paquets de soins. À titre d'exemple, des données du Kenya ont été présentées. Aujourd'hui, au Kenya, la PrEP est délivrée principalement dans des cliniques de prise en charge du VIH avec des visites trimestrielles et qui inclut un dépistage trimestriel du VIH. Une implémentation randomisée a été mise en œuvre pour tester un modèle où les prescriptions de PrEP étaient de 6 mois et où on proposait un autotest du dépistage du VIH entre 2 visites semestrielles. 495 participants ont ainsi été randomisés, soit pour recevoir l'intervention, c'est-à-dire des prescriptions de 6 mois et des autotests pour se dépister entre 2 visites cliniques, ou un standard de soins avec une visite trimestrielle et un dépistage réalisé en clinique. En termes de dépistage du VIH, il n'y a pas eu de différence observée entre les 2 groupes. Au bout d'un an, dans les 2 groupes, 70% des participants s'étaient dépistés pour le VIH au cours des 6 derniers mois. De même, en termes de poursuite de la PrEP, on n'a pas eu de différence observée entre les 2 groupes. 60% des participants du groupe intervention avaient eu un renouvellement de prescription de PrEP à 12 mois, contre 63% dans le groupe contrôle. Là où une différence a été observée, c'est parmi les femmes qui s'étaient enrôlées dans le programme de PrEP de manière individuelle plutôt qu'en couple, puisque pour celles qui s'étaient enrôlées de manière individuelle, on a vu une augmentation significative de l'adhérence à la PrEP, 35% versus 18%. À noter néanmoins que cette adhérence, 35% ou 18%, reste des taux d'adhérence qui sont très bas et qui soulignent les difficultés qui s'observent pour engager des populations autres que HSH sur un suivi PrEP actif. Au Brésil, un mode de dispensation de la PrEP par des infirmières plutôt que des médecins a été expérimenté depuis 2020.
Donc des infirmières ont été entraînées et formées spécifiquement à la prescription de PrEP. Et ce que montrent les résultats, c'est que ça permet d'augmenter de manière significative l'accès à la PrEP pour les populations les plus vulnérables. De plus, on constate qu'elle touche certaines populations plus facilement que les médecins. Ainsi, 2% des prescriptions de PrEP des infirmières étaient à destination de travailleuses du sexe, à comparer avec 0,8% lorsque les prescriptions étaient réalisées par des médecins. Et pour les usagers de drogue, ça représentait 13% des prescriptions d'infirmières contre 7% de prescriptions de médecins. Là encore, il faut quand même noter que les pourcentages sont relativement faibles et que certaines populations, travailleuses du sexe ou usagers de drogue, restent encore difficiles à engager dans un processus de PrEP. Le Vietnam, quant à lui, s'est engagé dans un processus de diversification de ses offres de PrEP qui peuvent être accessibles soit dans des cliniques dédiées aux personnes vivant avec le VIH, soit dans des cliniques communautaires pour les populations clés, soit via des téléconsultations ou encore dans des consultations, dans des cliniques privées ou via des services mobiles. Et on a vu qu'avec l'extension de cette offre de PrEP via différents canaux, il y a une augmentation du nombre de nouvelles initiations de PrEP. Encore une fois, ce que je veux souligner, c'est que ce que l'on voit souvent dans les programmes de PrEP, ce sont des données sur les initiations de PrEP qui ont bien augmenté, mais on a très peu de données collectées de manière programmatique sur le nombre de personnes qui sont activement sous PrEP. Dans plusieurs sessions qui ont abordé la PrEP orale, certains éléments sont revenus plusieurs fois, comme le fait que les populations parfois s'inquiètent des effets secondaires possibles, du nombre de pilules à prendre, de la taille de ces pilules, de la nécessité d'aller régulièrement dans des cliniques, du problème du coût et des craintes en termes de stigma ou de violence, hein, qui ont des impacts sur l'uptake de la PrEP, sur le fait que les gens initient la PrEP, mais également sur le maintien sous PrEP. Alors, on est revenu pendant la conférence sur l'arrivée des PrEP à longue durée d'action, notamment à propos du capoté-gravir, qui pourrait être une solution pour une partie des populations qui aujourd'hui n'ont pas accès à la PrEP. Il faut savoir qu'en 2020, il avait été estimé que environ 3 millions de personnes dans les pays à faible et moyen revenu étaient en besoin de PrEP et seulement 28% de ces personnes avaient initié une PrEP sur cette période-là. Donc il y a un vrai enjeu à trouver d'autres formes de PrEP pour essayer de toucher un plus grand nombre de personnes. Donc deux nouveaux outils de PrEP sont en train d'arriver dans les pays. Il s'agit soit de d'un anneau vaginal à base d'apivirine qui doit être changé tous les 30 jours, soit du capoté-gravir en injectable avec des injections intramusculaires tous les 2 mois. Donc il y a plusieurs études, hein, maintenant que les essais de phase 3 ont été faits et que ces deux outils ont été validés. Il y a plusieurs études qui sont en cours de mise en œuvre en open label, c'est-à-dire où les personnes savent ce qu'elles reçoivent. Et elle montre une augmentation de l'utilisation par rapport aux essais cliniques. Et effectivement, ces deux outils ont un intérêt par rapport à la PrEP orale. Il faut retenir néanmoins que l'anneau vaginal, par exemple, a une efficacité qui est relativement limitée, hein, de l'ordre de 30 à 40%. Mais comme la PrEP orale est très souvent mal prise par les populations féminines, du coup, on peut avoir une efficacité supplémentaire avec l'anneau vaginal par rapport à la PrEP orale. Mais encore une fois, ce qu'on voit, c'est qu'on a quelques outils qui arrivent à lever certaines barrières, probablement pas suffisants. Il faudra voir les nouveaux outils de PrEP qui vont arriver progressivement. Et vraiment, pour comprendre et pour améliorer l'accès à la prévention, il est nécessaire de mieux comprendre en fait quelles sont les barrières et finalement qui viennent faire obstacle à la prévention en fonction des contextes, en fonction des caractéristiques des individus et surtout en fonction du type de population. Les enjeux ne sont pas les mêmes pour des homosexuels masculins, pour des travailleurs du sexe, des usagers de drogue ou des femmes en population générale. Plusieurs présentations à la conférence sont revenues sur un message clé qui est le fameux message U égale U. U égale U, hein, pour undetectable equal untransmissible, c'est-à-dire que les personnes qui sont séropositives sous traitement avec une charge virale contrôlée ne peuvent pas transmettre le VIH par voie sexuelle. C'est un message que l'on connaît maintenant depuis plusieurs années, mais qui n'est pas encore passé en population générale, qui n'est pas forcément encore passé auprès de l'ensemble des soignants, ni même encore passé auprès d'une partie des bénéficiaires, et pourtant il est essentiel parce qu'il permet d'alléger le poids du VIH. C'est un excellent élément motivateur pour les personnes vivant avec le VIH, mais c'est aussi quelque chose qui peut amener les personnes du coup à aller faire un test de dépistage. Alors, des travaux ont été menés au Canada qui ont montré que les professionnels de santé avaient des difficultés
à communiquer sur cette notion de zéro risque, hein, dans le cas du traitement, de la même manière que des associations anglaises ont essayé de développer des outils de formation en ligne pour les professionnels, pour les aider à mieux communiquer sur le U égale U avec leurs patients. Ce qu'il faut savoir, c'est que le message tel quel U égale U, c'est un message qui marche bien en termes de mode de communication politique, mais pour les patients, il faut le formuler en général de manière un peu différente pour le rendre explicite. Juste avant le démarrage de la conférence mondiale AIDS 2022, il y avait eu une pré-conférence et un sommet dédié spécifiquement à cette question U égale U, qui a été l'occasion d'explorer plusieurs défis, mais aussi succès qui sont liés à cette communication. Une étude avait été faite auprès de 3206 personnes vivant avec le VIH dans cette ville, dans des pays du Sud. Et ce que montrait cette étude, c'est que plus de la moitié en fait de ces personnes vivant avec le VIH n'avaient pas correctement compris le sens de ce que signifiait charge virale indétectable. Donc il y a un vrai défi d'empouvoirment et d'éducation thérapeutique des patients pour mieux comprendre le sens de cette charge virale et son impact. En Amérique latine, il y a eu plusieurs exemples d'événements qui ont été faits de manière en population générale avec des événements publics, des gay pride, des événements dans les sociaux, des vidéos musicales, même des campagnes du gouvernement officiel pour essayer de communiquer sur le U égale U. Donc c'est vraiment des exemples qui peuvent être repris et qui sont importants pour faire passer le message au-delà des personnes vivant avec le VIH en population plus générale. Dans les Caraïbes, plusieurs personnes sont revenues sur les difficultés à communiquer hein, sur le recours au traitement, sur la question de l'adhérence et sur les messages de type U égale U, en raison de la stigmatisation, de la pauvreté, de systèmes de santé qui sont déstructurés et de faibles niveaux de littératie en santé pour les populations. De la même manière, avait été rapporté lors de ce sommet, ce pré-sommet U égale U, des difficultés dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à communiquer en raison de la stigmatisation contre le VIH, d'attitudes conservatives religieuses contre les pratiques sexuelles et donc contre le fait de communiquer hein, sur la question de la sexualité et qui du coup présente de véritables défis pour les droits humains. Ce qui ressort en tout cas des échanges, c'est que l'activisme local et que le plaidoyer local par les ONG, il est vraiment essentiel et c'est un élément clé pour arriver à créer de la prise de conscience et du changement. Et puis enfin, dans les grands bailleurs internationaux, le PEPFAR, qui est le programme américain de financement, demande maintenant aux pays de manière systématique d'intégrer la question d'une communication sur le message U égale U dans les services de VIH. La conférence a également été l'occasion d'aborder la notion de santé publique de précision. Alors cette notion de santé publique de précision consiste à essayer d'utiliser un maximum de données pour informer la prise de décision en termes d'intervention et en termes de programmation. En particulier, cette santé publique de précision, elle démarre hein, avec l'utilisation de données le plus détaillées possible et d'estimations qui vont être généralisées, qui vont être réalisées à l'aide de travaux de modélisation pour essayer d'avoir des niveaux de désagrégation relativement fins. Bien que ce concept hein, de santé publique de précision est relativement nouveau, euh, en fait, l'idée qui est sous-jacente, elle a été présente dans la réponse au VIH depuis des décennies, hein, puisque la réponse au VIH depuis des décennies a toujours essayé d'être au plus près des données épidémiologiques disponibles. Par exemple, on a vu que les estimations de l'épidémie ont été faites de plus en plus à des niveaux fins au niveau géographique. On a eu d'abord des estimations par pays, puis par sous-région, hein, et on se rend compte que plus on va disposer d'estimations fiables à des niveaux fins, plus il sera possible d'adapter les programmes et la priorisation des services en fonction de chaque contexte à l'intérieur d'un même pays. De la même manière, le fait d'avoir des programmes par âge et par sexe ont permis dans certains pays de prioriser les adolescents et notamment les jeunes femmes adolescentes parce qu'elles constituent des cibles prioritaires, mais aussi de montrer qu'il y a toujours des nouvelles infections dans des groupes de population beaucoup plus âgés. De la même manière, c'est grâce à des données et des enquêtes qui ont été réalisées auprès des populations clés qu'on a pu montrer que ces populations étaient particulièrement exposées et que cela permet d'orienter du coup la manière de mettre en œuvre les programmes.
En fait, il est assez important d'identifier les régions ou les personnes les plus exposées pour arriver à mieux comprendre les programmes, même si un des enjeux essentiels dans la connaissance des épidémies, c'est à la fois de comprendre ce qui se joue en proportion, mais également en volume, en nombre de personnes. La conférence a également été l'occasion de rappeler l'importance de replacer les communautés au centre de la réponse. On sait que l'ONU-SIDA a un objectif pour 2030 d'atteindre 95-95-95, c'est-à-dire que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, que 95% des personnes diagnostiquées reçoivent un traitement et que 95% des personnes sous traitement aient achevé une suppression virale. Mais pour atteindre ces objectifs, qui n'ont pas encore été atteints dans aucune région du monde, même s'il y a eu des avancées dans certains endroits, on sait très bien qu'on ne pourra pas atteindre ces objectifs si on n'arrive pas à passer à l'échelle la prévention et l'accès aux soins, mais également sans s'intéresser à des questions telles que la notion de lutte pour les égalités de genre, les droits humains et un leadership communautaire, avec une intégration des questions communautaires et des investissements spécifiques dans la réponse. D'ailleurs, la déclaration politique sur le VIH, le sida et la stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026 de l'ONU-SIDA préconise d'augmenter la proportion de services de lutte contre le VIH fournis par les communautés, notamment veillant à ce que d'ici 2025, les organisations dirigées par la communauté fournissent ces services, le cas échéant dans le cadre des programmes nationaux. Plus spécifiquement, c'est la stratégie 30-80-60. 30% des services de dépistage et traitement en mettant l'accent sur le dépistage du VIH, le lien avec le traitement, le soutien à l'observance et la rétention et la connaissance du traitement doivent être réalisés par des organisations à base communautaire. 80% des services de prévention du VIH pour les populations clés à haut risque d'infection doivent être réalisés par des organisations avec une base communautaire. Et enfin, vise à ce que 60% des programmes viennent soutenir la réalisation des catalyseurs sociétaux. Il a également été rappelé l'importance d'inclure dans les plans stratégiques nationaux de lutte contre le VIH la question des populations trans, transgenres, transidentitaires. Or, aujourd'hui, dans une majorité de pays, n'inclut pas ces populations-là. Sur une étude sur 60 pays, seuls 65% mentionnaient les populations trans dans au moins une des 5 sections du plan national et seulement 8% les mentionnaient dans l'ensemble des 5 sections de leur plan. Certaines présentations sont revenues sur ce qu'on pourrait appeler le monitorage communautaire. C'est un processus par lequel des communautés ou des organisations à base communautaire prennent un leadership pour faire un suivi actif d'une problématique qu'ils vont considérer comme importante. Et donc, ça permet d'avoir des indicateurs de suivi qui sont développés par la communauté dans le but d'améliorer les services. Par exemple, le monitorage à base communautaire a été utilisé pour comprendre des problèmes d'approvisionnement en médicaments ou en dispensation sur plusieurs mois ou des problèmes d'attente pour l'obtention de ces résultats de charge virale. Et en fait, avoir ce monitorage qui est fait par une base communautaire permet d'améliorer la compréhension des problématiques pour aller au-delà du monitorage classique réalisé par les institutions publiques. Alors les questions économiques et de soutenabilité des différents programmes, c'est aussi une dimension qui est essentielle pour penser la réponse contre le VIH. La conférence mondiale a été l'occasion de revenir sur certains d'entre eux, notamment vous avez ici des données qui viennent d'un modèle qui a porté sur la coût-efficacité de la PrEP injectable à base de cabotegravir en Afrique du Sud. Donc la question qui se pose, c'est la PrEP injectable tous les 2 mois peut améliorer la prévention et donc prévenir un plus grand nombre d'infections à VIH, notamment pour les populations qui ont du mal à s'engager ou être adhérentes, observantes avec la PrEP orale. La question, c'est de regarder à quel prix le cabotegravir à longue durée d'action deviendrait plus coût efficace que la PrEP orale aujourd'hui à base de générique de tenofovir et d'anthracycline, le TDF-FTC, qui est accessible à des tarifs relativement faibles.
Donc le modèle a permis d'estimer des infections évitées et donc du coup des décès évités et donc de calculer des années de vie qui vont être gagnées entre les deux approches. Si jamais on était sur un même coût entre le capotegravir et la PrEP orale, c'est-à-dire 80 $ par an, donc 80 $ pour 6 injections de cabotegravir, ce qui correspond à 12 mois de prescription de TDF-FTC, alors on aurait quelque chose qui serait très coût-efficace. Alors, même si jamais le capotegravir coûterait 2 fois plus cher, c'est-à-dire pour 160 $ par an, euh, on garde encore une petite coefficacité du capotegravir. Euh, et si jamais en fait on a une très bonne couverture du capotegravir, c'est-à-dire que si jamais on a des bonnes couvertures des programmes de PrEP, en fait, pour être coût efficace, il faudrait que le capotegravir coûte moins de 9 $ par injection, c'est-à-dire 54 $ par an. On voit qu'il y a un certain nombre d'hypothèses qui vont jouer sur ces coûts, mais vraiment, il faut que le capotegravir arrive à baisser de prix pour être relativement proche du coût de la PrEP orale pour qu'il y ait un intérêt financier à basculer sur le capotegravir. La question se pose en fait d'avoir des perspectives pour faire baisser le prix du capotegravir injectable. On sait que si jamais il y a un passage à l'échelle rapide et important du capotegravir, il devrait y avoir une baisse significative des coûts, puisque l'augmentation de la production entraîne en général une baisse mécanique des coûts. Ce qui est certain, c'est que le prix actuel du long-acting capotegravir est vraiment trop cher. En fait, le rendre plus abordable va vraiment dépendre en fait des producteurs de génériques. La compagnie pharmaceutique Vive Healthcare, qui est celle qui a développé le capotegravir injectable, pour le moment, s'est engagée à fournir le capotegravir aux 14 pays qui ont été impliqués dans les essais cliniques. Donc c'est que 14 pays pour le moment qui seront fournis en capotegravir. Pendant la conférence, Vive a malgré tout annoncé un accord global de licence avec le Medicine Patent Pool pour autoriser 90 pays à accéder à des versions génériques du capotegravir long-acting. Donc d'une part, ça va dépendre de ce que les producteurs de génériques vont commencer à pouvoir faire des versions génériquées du capotegravir long-acting. Et puis, il y a certains pays intermédiaires, notamment la Russie, le Brésil, le Mexique et notamment des pays d'Europe centrale ou d'Amérique latine qui ne sont pas couverts par cet accord d'agrément. La question du financement et de la soutenabilité à long terme des différents programmes est un élément essentiel. Et dans le cadre de la PrEP, la Thaïlande a lancé un travail expérimental depuis quelques années pour essayer d'améliorer la soutenabilité à long terme de son programme de PrEP. Pour resituer, en Thaïlande, la prophylaxie pré-exposition est disponible à travers, d'une part, des structures de santé gouvernementales, mais aussi à travers des services de santé qui sont dirigés pour des populations clés et souvent à base communautaire. Historiquement, ces services à base communautaire étaient financés principalement par des donneurs externes au pays, notamment le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la Croix-Rouge thaïlandaise et des projets de recherche. Depuis 2020, en fait, la Thaïlande a essayé de piloter la PrEP comme faisant dans le cadre du schéma de couverture santé universelle. Et ils sont en train de d'étendre en fait ce travail de pilotage pour essayer d'intégrer totalement le programme de PrEP dans la couverture nationale de santé d'ici 2025 et avec le développement de différentes guides nationaux pour inclure des modèles de dispensation de la PrEP différenciés avec différents types de structures de santé. Alors la Thaïlande a identifié 6 éléments clés, 6 approches qui sont indispensables pour arriver à développer son programme de PrEP qui devienne soutenable sur le long terme. Premièrement, déjà, c'est de partager l'ensemble de ce qui a été des résultats scientifiques avec les décideurs publics pour justement que les données de recherche puissent informer au mieux la prise de décision politique. Deuxièmement, c'est développer des capacités parmi les personnels de santé pour que eux-mêmes puissent intégrer une partie de ces résultats et soient en capacité de porter les différents messages.
Troisièmement, c'est identifier les meilleures pratiques et les meilleurs modèles en termes de modèles de délivrance de la PrEP et répliquer du coup ceux qui sont les plus efficaces et les plus efficients. Quatrièmement, c'est mettre en place un véritable système national de suivi et évaluation des différents programmes et des différents canaux de dispensation de la PrEP. Cinquièmement, c'est de se fixer des objectifs à atteindre en matière de couverture PrEP. Et enfin, c'est de développer à partir de tout cela des guides nationaux pour vraiment orienter du coup la politique nationale pour l'accès à la PrEP. Alors parmi les résultats du programme thaïlandais, hein, il s'est avéré qu'en 2021, 78% des personnes qui recevaient de la PrEP le recevaient via une organisation à base communautaire. Alors c'est un très beau résultat, elles ont permis en fait ces organisations d'augmenter la couverture de la PrEP. La difficulté, c'est le financement de ces organisations. Et une des innovations qui a été mise en place en Thaïlande, ça a été de certifier une partie de ces organisations à base communautaire ont été certifiées nationalement, ce qui fait qu'elles peuvent maintenant recevoir des financements publics et donc du coup puissent être financées par le programme national de santé. Ça a permis d'augmenter le nombre de personnes qui reçoivent de la PrEP, puisqu'il a augmenté jusqu'à 16 434 en 2021. Hein, donc il y a, par rapport à 2017, une multiplication par 9 du nombre de personnes qui sont sous PrEP. Et on voit que dans le même temps, il y a eu un engagement national, puisqu'entre 2020 et 2021, le système de sécurité sociale nationale, hein, donc le programme national de santé, a augmenté le financement, puisque en 2020, seulement 15% du programme PrEP a été financé de manière domestique par le programme national. Le reste étant financé par des bailleurs extérieurs, et cette proportion est passée à 42% en 2021, donc une belle augmentation. Et l'enjeu, ça va être d'arriver à intégrer complètement le programme PrEP dans le financement national pour être autonome d'ici 2025. Le dernier élément qui a été présenté à la conférence et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est cette question du financement des programmes à base communautaire et de leur soutenabilité dans le long terme. On le voit, c'est une vraie problématique de qui finance ces programmes-là. Et dans beaucoup de pays, aujourd'hui, les programmes à base communautaire sont financés principalement, voire exclusivement, par des bailleurs internationaux tels que le Fonds mondial, le PEPFAR ou d'autres. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire ensemble que les financements soient plus efficients et permettent de toucher les personnes qui sont les plus exposées. Or, on sait, pour un ensemble de populations qui sont les plus marginalisées, c'est par les organisations à base communautaire qu'on peut les atteindre. On se rend compte que parfois, il n'y a pas besoin de financement énorme, hein, parfois des petites sommes, mais qui vont être vraiment catalytiques, vont être importantes parce qu'elles vont apporter de la flexibilité et vont permettre d'innover. Hein, donc c'est important d'avoir du financement catalytique pour permettre à des organisations de commencer à mettre en place des systèmes, d'expérimenter de nouvelles approches. Et en fait, c'est ce qui va aussi leur donner plus de compétences pour ensuite aller demander des financements complémentaires. On voit bien que des organisations communautaires qui ont une expérience de gestion de financements internationaux et de financement institutionnel sont dans une meilleure position pour ensuite recevoir des fonds de la part des organisations gouvernementales locales. Or, c'est tout l'enjeu hein, qui va être d'avoir un social contracting, c'est-à-dire que à un moment donné, les États reconnaissent que certaines associations réalisent un travail de service public, hein, donc d'une certaine manière, on a une délégation des tâches à des ONG d'intervention de santé publique qui se doit donc d'être financée par de l'argent public. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver des financements catalytiques qui permettent du coup l'augmentation des compétences des organisations à base communautaire, qui vont leur permettre ensuite d'aller pouvoir chercher plus facilement des financements institutionnels plus larges sur la scène internationale pourront ensuite être reconnus par les autorités nationales et recevoir du coup du financement domestique dans le cadre d'un contrat social partagé. Alors, plusieurs aspects techniques et activistes sont revenus sur le fait que la question du financement n'est pas simplement ou ne doit pas simplement être centrée sur la question du contrôle épidémique. Hein. La question du financement, quand une institution investit de l'argent dans des programmes, ce n'est pas juste financer de la santé, c'est aussi financer du changement social, de l'empouvoirment économique, une amélioration des conditions de santé et une amélioration des droits humains. Et donc, du coup, le financement est aussi un outil
de transformation sociétale. Et dans un certain nombre de pays, il y a des barrières légales hein, qui viennent limiter la capacité des financements à atteindre des programmes qui empêchent finalement les financements d'atteindre les programmes qui sont dirigés par les populations clés. Et Abni Aher, qui est expert technique à eTech India, mais qui est aussi activiste trans, a vraiment voulu insister pendant la conférence sur le fait que les investissements ne devraient pas être simplement le value for money, c'est qu'est-ce qu'on obtient en échange de l'argent, mais bien le value for lives, dans quelle mesure le financement permet d'impacter durablement des vies humaines, et que c'est cette vision de transformation sociétale qui doit aussi être priorisée. Euh, Comme elle le dit, les populations clés ne sont pas simplement un sujet, elles sont bien les acteurs experts de leur propre changement. Je vous remercie pour votre attention. Les résultats qui sont présentés ici, si besoin, vous pouvez retrouver l'ensemble de manière beaucoup plus avancée et détaillée sur le site de la conférence. Vous pouvez aussi, n'hésitez pas à demander aux personnes de l'International Aid Society d'avoir accès à des présentations qui correspondent à des sujets qui vous intéressent. Et surtout, vous pouvez aussi retrouver plus d'informations sur le site de HeadsMap qui, qui publie régulièrement des nouvelles informations sur le VIH, la prévention et le traitement à la fois en anglais, mais également en langue française. Je vous remercie.